Salut à tous, aujourd'hui on va parler des élections européennes, de la très controversée directive sur le droit d'auteur et de l'implication française dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Première actu, le samedi 6 mars, le président français Emmanuel Macron annonçait la création d'une commission sur le Rwanda. L'historien et spécialiste des génocides Vincent Duclerc, nommé à la tête de cette commission, nous assure, je cite, qu'elle aura accès à toutes les archives françaises. Il y a 25 ans, le 7 avril 1994, démarrait à Kigali, capitale du Rwanda, petit pays d'Afrique de l'Est et ancienne colonie belge, le génocide des Tutsis, suite à l'attentat du 6 avril qui coûtait la vie au président rwandais Habyarimana et burundais Ntariamira. Le génocide fit près d'1 million de morts en seulement 100 jours et décima plus de 90% de la communauté Tutsi du Rwanda. Mais alors, qu'est-ce qu'a fait la France dans tout ça ? Eh bien, il est accusé d'avoir apporté un soutien militaire, financier et diplomatique au gouvernement Hutu de Juvenal Habyarimana contre le Front patriotique rwandais dominé par les Tutsis pendant la guerre civile rwandaise débutée en 1990, puis d'avoir poursuivi ce soutien lors du génocide. Depuis la fin du mandat de François Mitterrand, président de la République de 1981 à 1995, la France n'a cessé de nier les faits jusqu'en 2010, puis d'ignorer les propositions de déclassification et de publication d'archives. Malgré cet élan de la part d'Emmanuel Macron visant à respecter le devoir historique et moral de souvenir, certains doutent encore beaucoup des bonnes intentions du président qui fut absent lors de la 25e commémoration du génocide à Kigali. Pour la majorité de l'opinion publique rwandaise comme française, il est temps de lever le voile sur le génocide des Tutsis et ainsi de révéler la vérité sur l'implication française. Deuxième actu, cette fois-ci en Europe, nous sommes à l'approche des élections européennes qui auront lieu le 26 mai. Et, en France, deux partis politiques sont largement en tête. La République en marche, alliée au MoDem, qui représente la majorité, avec comme tête de liste Nathalie Loiseau, ancienne directrice de l'ENA, créditée de selon différents sondages entre 22 et 27% d'intention de vote. Et évidemment son grand rival, le Rassemblement National, représenté par Jordan Bardella, qui obtiendra selon les chiffres de 19 à 25% de vote. Les autres partis importants sont la France Insoumise avec Manon Aubry, crédité de 12 à 15% d'intention de vote, les Républicains, représentés par François-Xavier Bellamy, avec entre 10 et 15% d'intention de vote, Europe Écologie Les Verts, qui recueillerait 9% des voix, avec leur tête de liste Yannick Jadot, le Parti Socialiste de Raphaël Glucksmann de 5 à 8% d'intention de vote, et enfin Debout la France, représenté par Nicolas Dupont-Aignan, qui obtiendrait 6% de vote. Une multitude d'autres partis sont aussi dans la course, comme les Patriotes de Florian Philippot, le Parti communiste français avec Yann Brossat, Lutte ouvrière de Nathalie Arthaud, Génération S représenté par Benoît Hamon, et enfin l'Union des démocrates et indépendants menée par Jean-Christophe Lagarde. Malheureusement pour certains partis, le financement de leur campagne se révèle bien souvent impossible, car les banques prêtent de moins en moins aux organisations politiques. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, dénonce, je cite, des persécutions bancaires qui sont des persécutions contre les opposants politiques. En effet, le Rassemblement National, qui prend pourtant beaucoup d'importance dans la vie politique française, peine à financer ses campagnes depuis la saisie d'1 million d'euros suite à l'affaire des emplois présumés fictifs au Parlement européen en septembre 2018. C'est pourquoi ils ont lancé une large campagne de dons pour remplir les caisses du parti, mais cela n'a pas porté ses fruits. D'une part, pour Jordan Bardella, tête de liste pour le Rassemblement National, ces élections sont un référendum pour ou contre Emmanuel Macron et sa politique d'immigration. D'autre part, pour les partis de la majorité, ces élections seront peut-être le moyen d'asseoir leur pouvoir et d'infliger une nouvelle défaite aux partis dits populistes, comme le Rassemblement National ou Debout la France. Troisième actu, on reste en Europe pour parler de la directive sur le droit d'auteur qui fait débat sur internet comme au sein des pays de l'Union européenne depuis déjà 2016. Si vous n'avez pas suivi l'actualité, le mardi 26 mars, le Parlement européen a adopté la directive sur le droit d'auteur. Ces derniers temps, sur YouTube et sur internet en général, avec les campagnes anti-article 13, maintenant article 17, de grosses plateformes comme Wikipédia, Pornhub ou Reddit ont dénoncé cette nouvelle mesure. Cette directive a été presque unanimement décriée comme étant une loi liberticide pour les créateurs audiovisuels indépendants. La directive impose aux plateformes de conclure avec les titulaires des droits des accords afin qu'ils soient rémunérés lorsqu'un utilisateur poste sur la plateforme une œuvre, un texte, une chanson, un film dont ils sont titulaires et de supprimer le contenu qui ne respecte pas le copyright.
Cette politique existe déjà sur YouTube, mais est du côté des entreprises jugée trop laxiste et du côté des créateurs jugée non équitable. En effet, beaucoup de YouTubeurs se sont vus leurs vidéos voire leur chaîne supprimée pour avoir utilisé une œuvre ou une partie d'œuvre non libre de droit, alors que le copyright veut que les créateurs aient le droit d'utiliser une œuvre, dite copyrightée, lorsque leur création cible l'original, avec une forme de critique, de documentation, de dérision ou même de parodie. Mais pour mieux comprendre la politique du copyright de YouTube, je vous renvoie à l'excellente vidéo de MJ Fermella sur le sujet. La directive sur le droit d'auteur, et en particulier l'article 17, anciennement article 13, va donc accélérer voire automatiser le processus de strike, de démonétisation et de suppression de vidéos. YouTube, comme d'autres plateformes, seront donc plus strictes car elles ne seront plus considérées comme de simples hébergeurs, mais comme des compagnies responsables du contenu qu'elles hébergent. Le 22 octobre 2018, Suzanne Wojcicki, la directrice de YouTube, alerta les créateurs sur le fait que l'article 17 représente une menace car, je cite, « YouTube devra, dans la mesure où près de 400 heures de vidéos sont postées chaque minute, supprimer préventivement des vidéos sans savoir si elles respectent ou non la directive européenne. » Elle a invité tous les internautes à signer des pétitions, prendre contact avec des députés européens pour changer les choses, mais en vain. Malgré ça, la situation n'est pas encore alarmante, puisque cette loi doit être aussi votée dans les États membres de l'Union européenne dans un délai de 12 à 24 mois. Les députés de l'Assemblée nationale devront donc choisir d'ici 2020. Sur ce, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me soutenir et pour voir de nouvelles vidéos review de l'actualité.